Voilà, donc nous sommes à Marjolaine, nous sommes le 5 novembre 2011 en compagnie le 6. Ça a commencé le 5, mais nous sommes le 6. Et j'ai le plaisir de parler, de m'entretenir avec Yves Michel, qui est un pilier de Marjolaine. Oui, j'ai participé au premier Marjolaine en 1976. Oui, et donc voilà, 76, oui, en effet. Oui. Et d'ailleurs, c'est à peu près à cette époque-là qu'on s'est rencontrés finalement, puisque déjà à cette époque-là, il y avait des congrès qui s'organisaient, comme tu me l'as rappelé d'ailleurs, au Foyer international d'accueil de Paris, parce que tu avais quand même au départ, l'astrologie fait partie de ta culture. Oui, en effet, c'est un élément de connaissance de soi, avec tout un arrière-plan symbolique, traditionnel, de longue date, qui me semble intéressant. Alors, est-ce que tu peux, notre entretien va partir un peu dans toutes les directions, mais par exemple, dans toute la production de tes éditions, c'est aussi bien les éditions Siffle d'Or que les éditions Yves Michel, quelle a été la part de l'astrologie, bien qu'effectivement, l'astrologie ne soit pas vraiment persona grata à Marjolaine. Enfin là, on est un petit peu off limits là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses sur l'astrologie qui sont parlées. Non, j'ai fait 1 ou 2 livres tout au début, mais après, disons, il y a eu... au début, on parlait de nouvel âge, tu sais, dans les années 80, et puis après, ces notions dont on s'est emparé, certains opportunistes, disons, et qui l'ont tellement dégradé que je me suis distancié de cette connotation. Oui. Donc j'ai préféré garder l'astrologie pour moi dans ma démarche personnelle, mais ne pas la publier, puisque j'ai voulu donner au Souffle d'Or une ligne éditoriale très laïque, pédagogique, développement personnel, spirituel, mais pas trop ésotérique. Et d'ailleurs, quelque part, tu as anticipé un mouvement qui s'est confirmé, puisque quelque part, l'astrologie n'est plus une fin en soi, de cette manière, elle n'est plus qu'un outil. Disons, on préfère la présenter, en tout cas dans ces milieux-là, comme un outil qui pourrait éventuellement faire partie d'un ensemble de pratiques, mais qui n'est pas... on n'a pas envie de faire que de l'astrologie pour l'astrologie. Oh bah non, de toute façon, ça n'a jamais été mon choix. Oui. Pour moi, c'est en effet un outil de connaissance de soi, comme je disais tout à l'heure. Et alors, je crois qu'aussi, il semblerait que l'astrologie se vend moins bien, peut-être maintenant qu'autrefois. Je ne sais pas, c'est vrai qu'en France, on est dans un climat très lourd et très répressif de la spiritualité en général, dont fait partie l'astrologie. Il y a beaucoup de craintes, il y a la Mivilude qui jette son hystérie, il y a... on est très coincé, c'est comme par rapport à la sexualité, c'est 2 domaines, je dirais, et puis l'argent, voilà. Donc spiritualité, sexualité et argent, c'est 3 tabous encore de notre société, en grande partie, et qu'on a à se réapproprier dans notre vie courante d'une manière ouverte, laïque et la plus autonome possible. Pour moi, l'autonomie dans tous les domaines, c'est un objectif que j'essaie de cultiver et de proposer à mes lecteurs. Alors, on va revenir un peu sur l'astrologie, malgré tout. Bon, l'astrologie, c'est pas aussi le mot astrologie. Qu'est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce qu'elle peut évoluer? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que son image a changé? Tu me disais tout à l'heure que tu appartenais au départ à la mouvance humaniste. Oui, de Audiard, Germaine Hollet. Est-ce que cette forme d'astrologie est peut-être plus accessible, plus acceptable que d'autres? Disons que, en tout cas, moi je m'y retrouvais assez bien. J'avoue que depuis, j'ai assez... je n'ai pas gardé de relation très vivante avec
avec les milieux de l'astrologie, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est tellement aujourd'hui. Je continue à regarder mes transits et de temps en temps un thème de proche, mais autrement je ne suis plus très au courant de l'actualité de l'astrologie. Oui, alors justement, ce serait peut-être l'occasion, enfin, je ne sais pas, je veux dire, ce serait peut-être l'occasion. Donc à l'avenir, par exemple, tu ne serais pas intéressé à publier justement des travaux nouveaux sur le sujet parce que l'astrologie, elle a quand même pas mal, en tout cas, il y a des courants astrologiques qui ont... Parce que là, on est en train de parler de l'astrologie des années... il y a 40 ans, hein. Est-ce que donc, toi, à ton avis, elle n'a pas tu n'as pas une idée précise de en quoi elle aurait pu évoluer depuis 35 ans, l'astrologie? Non, j'avoue que je ne suis pas très au courant. Oui, c'est ça. Ça a évolué un petit peu comme pour la question des jeux de cartes, justement. C'est-à-dire que c'est... Enfin, pas tout le monde, bien sûr, mais le grand obstacle de l'astrologie, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure avec certaines de tes collaboratrices au stand de Souffle d'Or, c'est que il y a deux cas de figure. Soit les gens peuvent eux-mêmes s'informer et utiliser l'outil, soit ils sont obligés de passer par le praticien. Et on a l'impression que là, actuellement, la tendance soit... au fond, il faut que l'outil soit relativement simple. Et alors que l'astrologie, elle est restée, chez beaucoup d'astrologues, quelque chose de tellement complexe que finalement, le client qui va chez l'astrologue, il comprend ce qu'on lui dit, mais il ne comprend pas comment on lui dit, et il ne part pas avec un outil qu'il peut utiliser par lui-même. Alors ça pose la question de la relation du patient au thérapeute ou du client à l'astrologue, c'est-à-dire que quand même on est à une époque où de plus en plus les gens souhaitent devenir autonomes, c'est-à-dire s'approprier un domaine, une connaissance ou des processus même thérapeutiques, et puis suivre leur chemin eux-mêmes. Alors de temps en temps en faisant appel à un professionnel, bien sûr, quand il y a besoin, mais quand même ne pas créer une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui serait omniscient ou en tout cas largement au-dessus de lui-même, et d'essayer de même par rapport à la spiritualité, hein, c'est aussi ce que fait ressortir l'étude sur les créatifs culturels que j'ai coordonné il y a quelques années. Oui. Il est clair que la tendance est forte à établir un lien direct avec le divin ou le sacré tel que chacun se le représente, et de déserter toutes les institutions que peuvent être les églises, les groupes, etc. Aujourd'hui, les gens veulent être en contact direct, et on retrouve ça au niveau de la santé, où il y a de plus en plus de gens qui prennent en main leur santé d'une manière très autonome et quelquefois beaucoup plus compétente que certains médecins. On retrouve ça au niveau politique, où les gens ne veulent plus adhérer à un parti ou même à des syndicats, etc. Ils veulent avoir un rapport direct au pouvoir, etc. C'est une tendance, je pense, d'époque importante qui, pour moi, a besoin d'être quand même métissée avec aussi le sens du collectif, le sens de l'intérêt général, sinon on finit dans des tendances bobo, hyper individualistes, etc. Donc pour moi c'est une évolution assez naturelle que d'abord de s'occuper de soi, puis de regarder autour de soi notre relation aux autres, à la société, et de manière à compléter cette relation, et puis comme ça avoir aussi une contribution à la société dans laquelle on vit. C'est important, c'est une aspiration de beaucoup de nos contemporains qui n'acceptent plus de se laisser balader au gré de toutes les lubies de notre société. Donc cette aspiration à l'autonomie, on la retrouve dans plein de milieux. Alors justement, ça évite justement, en partie, tu parlais tout à l'heure du praticien omniscient. C'est vrai que c'est un challenge qui est quasiment inconcevable, que l'astrologue puisse se mettre à la place de son client et puisse dire exactement ce qui se passe dans la tête de son client. Donc c'est déjà une situation qui est un peu fausse. C'est pour ça qu'en fin de compte, on revient à la notion de l'outil. On donne un outil
Maintenant, c'est au client de savoir travailler avec cet outil. Il n'y a que lui qui peut le faire, en fait. Bien sûr, il n'y a que lui qui connaît son histoire, et en plus, il a un inconscient que même lui ne connaît pas, mais donc l'astrologue encore moins, hein, bien entendu, donc, sauf à être clairvoyant, mais on ne parle pas de ça. Donc, c'est à chacun, avec les apports, les renvois, les miroirs que peuvent nous faire les thérapeutes, les astrologues ou n'importe qui, c'est à chacun de se faire sa propre représentation de soi-même et du monde, dans laquelle il peut se déplacer, se guider, oui. se créer ses propres repères. Mais le problème, Yves Michel, c'est que encore faut-il qu'on ait élaboré des outils qui soient accessibles. Or, ce n'est pas réellement le cas de l'astrologie. Tu ne peux pas... oui, même l'astrologie humaniste que tu connais, elle ne peut pas s'en servir comme ça. Ça nécessite de l'étude. Oui, c'est ça. Mais je dirais même d'une manière générale dans notre société, notre éducation ne nous éduque plus beaucoup au discernement et à la critique. On est beaucoup plus entraîné à reproduire comme des perroquets des choses qu'on a déversées dans notre tête, et on est beaucoup moins éduqué à être capable d'appréhender je sais pas, un texte, une situation de manière critique et d'en faire notre propre représentation. C'est plus du tout dans les missions de l'éducation, et c'est regrettable. Donc moi, à travers les livres que je publie, je donne la parole à des auteurs justement qui entraînent le lecteur à se forger ses propres repères, et c'est un parcours qui est long mais qui est très enrichissant et satisfaisant d'être capable ensuite, devant une situation ou devant quelqu'un qui vous parle, de savoir ce qu'il en est et d'être capable de dialoguer avec n'importe qui. Oui, alors effectivement, je laissais entendre tout à l'heure qu'il y avait eu des efforts de la part de certains astrologues pour simplifier l'astrologie, notamment au niveau prévisionnel, parce que bon, l'astrologie prévisionnelle, je ne vais pas dire ordinateur, enfin, l'astrologie, elle est quand même une science des cycles, de la cyclicité, et il est vrai que quand on demande à un astrologue de nous parler de la cyclicité, c'est pas évident, parce qu'il y a des techniques de transit qui sont même très complexes, et puis souvent ça va dire, mais il faut des années pour devenir astrologue. C'est ça qui est le problème. Finalement, on est en train actuellement d'élaborer des outils astrologiques qui sont quand même beaucoup plus accessibles. Ouais. Déjà, il y a tous les calculs qui sont faits sur Internet. On peut accéder directement aux calculs. Ça, c'est déjà une part de travail, parce que je me souviens à l'époque, dans les années 70, on avait les tables, on notait, on calculait, etc. Donc ça, c'est facilité. Ensuite, au niveau de toutes les correspondances symboliques et autres, il reste un travail d'intégration, d'apprivoisement de tout ça qui peut en effet prendre un certain temps. Oui, mais moi je pense qu'effectivement, certains chercheurs, pour moi, nous allons plutôt dans le sens d'une simplification des schémas, des mandalas. Vous voulez nous dire quelque chose? Non, c'est le cercle matériel. Oui, vas-y. Ah oui, d'accord. Si je vois la caméra. Oui, bien sûr. Effectivement, l'idée d'un schéma que tout le monde peut comprendre avec des phases successives qui ont une certaine durée. Parce que le grand problème de l'astrologie, puisqu'on est quand même une formation à l'astrologie, ça nous permet donc de développer un peu plus sur ce sujet, après on passera à d'autres choses. Et le grand problème de l'astrologie, c'est qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Ouais. Il y a des transits, alors il y a des transits qui rentrent en jeu avec le thème astral, etc. Des progressions, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et est-ce que c'est indispensable que ce soit aussi compliqué, ou est-ce que, plus exactement, on ne pourrait pas envisager au moins une forme d'astrologie plus accessible? Pour l'instant, qu'est-ce que le public sait de l'astrologie? Il sait qu'il y a les 12 signes, bon. Vaguement l'ascendant. Alors on passe vaguement. Alors on passe de ça à une astrologie hyper sophistiquée, hyper complexe. Et entre les deux, il y a probablement un juste milieu, de la même façon que au niveau prévisionnel, soit on fait des prévisions. Les gens, par exemple, dans leur vie, qu'est-ce qu'ils savent des cycles en général? Ils ne savent pas grand-chose. Ils savent quel jour est le jour et la nuit, quelles sont les saisons,
qu'il y a les élections, et puis autrement, leur conception du temps, c'est quoi? C'est l'ère des Verseaux, c'est les grandes ères, etc. Et entre les deux, il y a probablement un juste milieu qui est, par exemple, des périodes de 3 ans, par exemple. Donc il faut arriver à une... Je ne sais pas comment tu te fais une idée de comment l'astrologie est née, mais apparemment, elle a essayé de structurer le temps des hommes en des périodes qui ne soient pas uniquement d'1 an, mais qui soient non plus trop longues. C'est pour ça que, curieusement, le système des élections pour 4 ans aux États-Unis ou 5 ans nous apparaît, nous, comme raisonnable. C'est des périodes de temps qui sont raisonnables. Mais quand un astrologue commence à dire oui, mais pendant ces périodes de temps, vous allez avoir X transit qui va dans un sens, dans un autre, etc., on ne peut pas dire que ce soit un langage qui soit très clair. Alors, tu me diras, mais peut-être que le réel est complexe. Mais je pense qu'on peut arriver à une formulation astrologique qui soit beaucoup plus accessible au public et qui demande beaucoup moins de temps pour être assimilée. Et peut-être, de toute façon, c'est un peu le résultat de l'astrologie des dernières années, ça. C'est une démarche par étapes. Il peut y avoir effectivement une première étape assez accessible. Mais justement, ceux pour qui l'instant, ont envie d'approfondir peuvent approfondir. Le problème, c'est que pour l'instant, cette étape-là Ah bon, il n'y a pas de livre qui donne... Pour l'instant, non. Enfin, je veux dire, il y a des chercheurs qui travaillent sur ça, mais je veux dire qu'effectivement, il y a, comme je veux dire, entre l'étape genre signe ascendant, etc., et l'étape, le thème astral dans sa complexité, il n'y a rien. Ah bon? Il n'y a rien. Il y a des chercheurs qui ont dit ça, mais je veux dire, c'est pas j'en sais connu. rien. Moi, Mais je je veux dire, connais pas la il y a rien. littérature sur Je veux dire, il y a l'astrologie quelque depuis chose, mais ça n'est longtemps. pas connu. Je veux dire, c'est pas. Il y aurait matière pour faire un livre. Là, je parle à l'éditeur, un livre qui parlerait justement d'une astrologie relativement simple, avec des outils, avec des définitions claires, des unités de temps claires, et que chacun puisse utiliser sans être pour autant astrologue. Et même à la limite, on n'en a pas parlé, c'est la différence entre l'astrologie individuelle et l'astrologie mondiale. Parce qu'avant d'aborder l'individu, nous sommes aussi des êtres humains. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une astrologie du collectif, de l'humain. Tout le problème, c'est la définition de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, c'est l'étude de l'individu ou l'étude de l'être humain? Parce que l'individu, c'est déjà très particulier. Alors peut-être avant d'étudier l'individu, il faut peut-être déjà être capable d'étudier astrologiquement l'être humain. C'est-à-dire l'homme, est-ce qu'en tant qu'homme, nous avons aussi des cycles qui sont propres à l'ensemble des êtres humains, avant d'aborder des cycles particuliers à un individu en particulier? Oui, on peut le prendre des deux côtés, pourquoi pas. Oui, parce qu'effectivement, dès qu'on veut être dans le... Comme tu disais toi-même, on peut très bien prendre un jeu qui ne s'adresse pas spécialement à nous, et on l'intègre individuellement. L'individuation, c'est l'individu qui le fait, c'est pas le système. Le modèle, il est le même, c'est chacun qui l'intègre. Or, tout se passe comme si en astrologie, l'astrologie voulait déjà que le modèle soit déjà extrêmement individualisé par lui-même. Ce qui est une sorte de paradoxe. Parce qu'un modèle ne peut pas être individualisé quelque part. Chaque âme qui s'incarne est quand même spécifique et a ses propres données. Donc, et puis, c'est ce qui intéresse les gens avant tout quand même. Ils sont avant tout concernés par leur propre devenir avant de s'intéresser au devenir collectif. La plupart, l'immense majorité, je pense. Oui, mais quand les gens disent qu'ils sont du bélier ou du taureau, par exemple, ils savent très bien qu'ils ne sont pas tout seuls à être du bélier et du taureau. Donc ils savent très bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un discours général de l'astrologie sur les gens. Non, justement là on touche à un sujet, c'est-à-dire que le problème, est-ce que l'astrologie... effectivement il y a une sorte d'opposition d'un côté de l'astrologie collective qui serait pas très sérieuse en fin de compte, et puis l'astrologie individuelle qui serait beaucoup plus sérieuse. Mais il y a quand même, tu connais les travaux dans l'astrologie mondiale, par exemple d'André Barbeau, etc. L'astrologie mondiale, ça s'oppose à l'astrologie individuelle justement. L'astrologie mondiale, tu me diras, oui, mais l'astrologie mondiale, c'est le collectif politique. Non, l'astrologie mondiale, c'est l'étude des cycles qui valent pour tout être humain, quelque part. Avant, par exemple, nous, en tant qu'êtres humains, même si nous sommes des individus, nous avons des besoins qui sont à peu près ceux de tout le monde. Pour dormir, pour manger, etc. Donc, si tu veux, il y a cette dimension
d'être un être humain avec une femme pour faire un enfant, il n'y a pas 36 façons de faire un enfant. Donc je ne souscris pas à cette idée que je pense que les gens ils veulent d'abord comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Un enfant, il veut déjà, qu'est-ce qu'il veut? Il veut comporter comme tout être humain, il veut parler comme un être humain normal, il ne veut pas être particulier. S'il est trop particulier, c'est qu'il est malade. Oui, dans un jeune âge. Après, il y a cette deuxième impulsion de l'être vers l'individuation davantage et qui prend le relais. Ouais. Mais c'est vrai que la préoccupation des parents au départ, c'est pas qu'il soit particulier, leur enfant. Il ne faut pas qu'il soit autiste, il ne faut pas qu'il soit malade, il faut qu'il fonctionne normalement, qu'il se développe normalement, à quel âge qu'il est après à faire ceci ou à cela. On n'attend pas spécialement de lui qu'il se distingue. Et on se distingue surtout quand on est malade, en fin de compte. C'est à ce moment-là qu'on a mal quelque part, à ce moment-là qu'on ne peut plus suivre le peloton. Après l'adolescence, quand même, c'est l'âge où on cherche, on commence à s'individuer, après avoir d'abord privilégié le groupe. Oui. Donc effectivement, oui, mais bon, là, malgré tout, l'outil lui-même, par exemple, prenons le cas d'une voiture, les gens achètent une voiture, ils savent très bien que ce n'est pas une voiture qui a été faite pour eux en particulier. Donc c'est une voiture, il y a eu 1 million de voitures. Donc ils achètent des produits qui ne sont pas du tout individualisés. Mais ils vont les individualiser en ajoutant quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la voiture. Ils vont rajouter à la voiture quelque chose, ou ils vont conduire la voiture de certaine manière, où la voiture va avoir des marques, des accidents, mais ce n'est pas dans le schéma même de la voiture. Donc, pour moi, l'astrologie doit aller un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle doit fournir des outils. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Les outils, ils sont pas individualisés, les outils. C'est l'individu qui les intègre à sa façon, mais un marteau, c'est un marteau, une table, c'est une table. Ça, c'est une tendance actuelle, contemporaine, de production de masse, mais autrefois, au contraire, chaque outil était tout à fait individualisé, était façonné par un artisan, il y avait autant c'était lui qui de ciseaux que d'artisans qui s'en servaient, et c'était magnifique. Aujourd'hui, c'est des pièces de musée, mais on est à une période de production de masse qui est poussée, qui est gérée par les multinationales, qui ont envie que tous les humains aient les mêmes besoins, les mêmes envies surtout, de manière à leur fourguer la même marchandise, parce que comme ça permet une production à moindre coût et qui est donc plus rentable. Mais est-ce qu'on doit nous rentrer dans ces objectifs de rentabilité financière massificatrice, réificatrice, qui nous considèrent juste comme du bétail bon à payer ou pas? Non, moi je pense que notre dignité là est vraiment mise en cause, et on doit être capable de vivre une vie plus sobre, ce que certains comme Pierre Rabhi appellent la sobriété heureuse, et d'être capable de renoncer à un certain nombre de gadgets que notre société essaie de nous rendre indispensables, et puis de cultiver une vie propre. Moi par exemple, je n'ai pas la télé chez moi et je me porte très bien, je lis, je joue, je fais du jardinage, et voilà, on a des choix à faire comme ça dans la vie qui rendent honneur à notre dignité d'être humain. Pour moi, être humain, c'est être capable de se distancier de toutes les leurres et les miroirs aux alouettes que notre société de consommation nous tend à longueur de journée. Mais là, tu faisais allusion à l'artisan, mais l'artisan, c'est lui qui individualise son produit. Mais la personne qui achète, elle achète un produit, c'est pas pour elle que ça a été fait, ce produit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la créativité, là, elle est dans celui qui gère, qui crée l'outil, mais malgré tout, quelqu'un qui achète et même quelque part, même si quelqu'un achète une chaise qui est très artisanale, ça serait quand même une chaise. Et il faut qu'elle puisse fonctionner en tant que chaise. Bien entendu. À partir de donc l'emploi de l'outil soit. Donc ça, c'est la créativité du créateur. Mais la créativité, ce qui est intéressant, c'est la créativité, la différence entre la créativité du créateur et la créativité de l'utilisateur. Ah ben il y a les deux. Parce que le créateur, lui, il va faire un produit très original, mais après il y a l'utilisateur qui va lui-même apporter à ce produit sa touche personnelle. Il va peut-être mettre un coussin, il va peut-être le repeindre, voilà. Et là encore, mais là, ça sera un apport supplémentaire. Ouais.
Donc ça n'est pas, c'est pas dans le produit lui-même, c'est ajouté au produit. C'est ça dans le débat que nous avons là, c'est de savoir distinguer entre le produit lui-même ou l'outil lui-même, qui est relativement basique finalement, et puis l'apport que la personne est amenée, est invitée à faire à cet outil. Mais dans le cas de l'astrologie, c'est pas comme ça, c'est dans l'astrologie. On fournit déjà à la personne quelque chose qui est déjà extrêmement individualisé par sa forme. Oui, enfin, donc à ce moment-là, c'est comme si le travail d'individualisation de l'outil était déjà fait par l'outil lui-même. C'est comme si la personne qui vend l'outil disait ah ouais, ah mais ça c'est cet objet que je vous l'ai fait pour vous. Voilà. Je l'ai fabriqué pour vous et il n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. C'est là que, pour faire un peu la synthèse qu'on disait, c'est là qu'effectivement à un moment donné, bon, bah, on fait un outil. Maintenant que la personne l'utilise à sa façon et le traite à sa façon, j'en suis pas responsable. Plus ou moins, parce que chaque élément de connaissance de soi comporte la vision de celui qui l'a élaboré, c'est inévitable. Donc c'est à l'utilisateur d'en faire la critique, de faire l'inventaire et puis de garder ce qui l'intéresse, ce qui lui convient à elle. Mais il ne faut pas non plus que cet outil soit trop compliqué à parler d'accessibilité, il ne faut pas que cet outil soit trop complexe. Et, par exemple, aujourd'hui, on vit avec les outils sont d'une simplicité extraordinaire. Les gens, mais ils ne sont pas simples en eux-mêmes, mais ils sont simples à utiliser. Une télévision, c'est facile à utiliser. Quelqu'un qui ne sait pas, il ne va pas la réparer par lui-même. Un portable, c'est facile à utiliser. Même si le produit lui-même est complexe dans sa conception, les gens sont habitués à pouvoir apprendre en quelques heures, en quelques jours au plus, oui, mais écoute, comment se sert de l'outil. J'entends Et dans l'astrologie, je pense qu'on peut, il y a matière à une astrologie qui soit relativement facile à apprendre, quitte à ce que chacun ensuite l'intègre à sa façon dans son mode de fonctionnement. Peut-être. Voilà, c'est un peu ça. On va changer de sujet, donc effectivement, un autre aspect qu'on peut reprocher aussi à l'astrologie, c'est effectivement le manque du suivi. Effectivement, l'astrologue souvent ne débouche pas sur une thérapie, ne débouche pas sur un traitement, ne débouche pas sur un accompagnement. La consultation astrologique reste malgré tout quelque part un petit peu semblable à celle, qu'on le veuille ou non, dans sa forme, en tant que temps, en tant que période, ils n'ont pas su créer un produit consultation qui soit différent de celui du voyant ou du médium ou du tarologue. C'est-à-dire que c'est une heure, voilà. Non, je veux dire que je sais bien que les astrologues sont très anxieux de se distinguer, mais là, ils ne sont pas arrivés à se démarquer au niveau de la pratique. Donc le client de base qui va voir un astrologue, il n'est pas dérouté. Il a le cabinet, il a tant de temps pour faire ça, et puis au revoir monsieur à la fin, etc. Donc là aussi, il y a peut-être eu... Comment ça se fait, à ton avis, Yves Michel, que les astrologues ne sont pas arrivés à modifier le mode de fonctionnement de la relation au client et à rester prisonnier de cette idée que, bon, une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, et puis la consultation est terminée. Bon, je dirais que déjà, moi je ne mettrais pas tous les astrologues dans le même sac, parce que chaque astrologue vit son travail de sa propre manière. Et puis, je te dis, je ne suis pas assez au fait de ce qui se passe dans les milieux astrologiques pour pouvoir prendre position là-dessus. Donc, je pense que j'ai rien de plus à dire. Non, mais je veux dire par là que c'est aussi, parce que dans ces salons du bien-être, effectivement, l'autre jour, moi j'étais au salon Zen, et justement, l'astrologie était quasiment absente, mais en revanche, il y avait un nombre incalculable de stands, de coaching, de bien-être, et on se disait... Et j'avais même parlé avec la commissaire du salon, et je lui disais, mais comment ça se fait que l'astrologie soit aussi peu représentée? Et ils m'ont dit, c'est parce que... Alors, la réponse qu'ils m'ont donnée ne me paraît pas satisfaisante. Ils m'ont dit que c'est parce que les gens sont de plus en plus anti-intellectuels. Mais moi, je pense que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens veulent pas simplement savoir ce qui va leur arriver, ils veulent savoir comment éventuellement changer les choses. On n'est pas dans la magie, mais ils veulent quand même pouvoir
avoir l'espoir de changer quelque chose et pas simplement d'avoir une description de ce qu'ils sont. Moi, tout mon travail d'éditeur... Je fais allusion à beaucoup de choses que tu as éditées, justement. Mon travail d'éditeur, ma ligne éditoriale, c'est de donner des outils aux gens pour transformer leur vie, leur monde, leurs conditions et de dépasser les limites qu'ils ont héritées, je sais pas, de leur famille, de leur éducation, et de voir qu'aucune situation n'est figée pour l'éternité. On peut la prendre à bras-le-corps, la transformer, et ça c'est une aventure qui est palpitante. Et c'est pour ça que je publie des livres. Oui, c'est ça. Donc effectivement, inversement, quelque part, l'astrologie est considérée comme, en tant que telle, elle ne semble pas que les gens aient une image de l'astrologie comme outil qui permettrait justement d'évoluer. Si, moi personnellement, c'est ma perception, mais moi je ne suis pas intéressé par l'aspect prédictionnel déjà. Je suis intéressé davantage par le présent et par un retour symbolique qui me permet de dire ah, je vais mettre davantage mon attention sur tel aspect ou sur tel aspect, de manière à développer et élargir ma conscience. Voilà. Alors bien sûr, les gens sont fascinés par l'aspect prédictionnel, mais à mon avis, c'est un leurre. Donc voilà, il faut. Ça dépend ce qu'on entend par prédiction, mais malgré tout, la notion de cyclicité, est-ce que la notion de cyclicité est une notion prévisionnelle? C'est vrai que quelque part, c'est quand même l'atout principal de l'astrologie. Oui, mais de comprendre à quel point on est. Moi, je viens de boucler mon deuxième cycle. Je suis en train de boucler mon deuxième cycle de Saturne, par exemple. Bon, c'est très intéressant, mais je le prends au présent. Je me dis, tiens, ça me permet. C'est une période qui est propice à faire le bilan de ces 28 ans qui viennent de s'écouler, et puis de prendre de la distance et de me dire, tiens, est-ce que je pourrais pas me orienter différemment désormais, etc. De prendre un autre virage. Bon, c'est dans le présent, il n'y a rien de prévisionnel ou de prédictionnel là-dedans. Je le vis au maximum au présent, sachant que la symbolique astrologique est une parmi de nombreuses influences conscientes et inconscientes qui me déterminent. Et puis moi, j'essaie de me guider, de me frayer un chemin à travers tout ça. Ah oui, donc finalement, en effet, oui, ça m'interpelle ce que tu dis. Donc finalement, au fond, on aurait renoncé, en fin de compte, globalement, dans l'ensemble de ces domaines, on aurait renoncé en quelque sorte à fournir un outil aux gens qui seraient capables de leur dire que, par exemple, telle chose pourra mieux se faire de telle époque à telle époque, ou de telle époque à telle époque, etc. Ça, au fond, quelque part, il y a un vide à ce niveau-là, en fait. Non, il y a un désintérêt. De savoir que, par exemple, l'hiver est une saison propice à l'introversion, à un retour sur soi, ça me semble basique. Et c'est hélas quelque chose qui n'est absolument pas pratiqué aujourd'hui. Qui fait davantage de retour sur soi l'hiver que l'été? C'est quasiment personne. Oui. Or moi je le fais, moi je dors la nuit, je m'active le jour, et l'hiver j'essaie je jeûne, voilà, je rentre en moi-même, je médite, et puis le printemps, l'été, je m'active davantage. Je respecte le cycle de la nature. Après, des cycles comme ça, il y en a de très très nombreux, et c'est une question d'attention, quoi. On est davantage, toute notre société essaie de nous fasciner, si on regarde comment fonctionne l'hypnose, essaie de nous fasciner par quelques écrans animés de ci, de là, que ça soit dans notre poche ou dans notre salon. Mais on n'est pas obligé, on peut se dire ça m'intéresse pas, j'ai d'autres préoccupations beaucoup plus essentielles, et puis s'adonner à ces préoccupations. Oui, absolument, mais le cycle des saisons, il n'est pas réservé aux hommes, on n'est pas d'accord là-dessus, les animaux sont très marqués par ça. Mais justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire à savoir que finalement, il y a peut-être la notion d'hiver, elle n'est peut-être pas uniquement au niveau annuel, il y a peut-être aussi les périodes hivernales dans notre vie sur plusieurs années. Bien sûr, ou sur quelques semaines aussi. Oui, voilà, donc effectivement... Mais c'est une question de ressenti et d'attention.
Pour moi, l'attention, c'est vraiment une clé gigantesque. Et si on est attentif à soi, on peut sentir que là, on est un peu à côté de nos pompes, on a intérêt à se recentrer, là, on est fatigué, on a besoin de se reposer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, cette attention minimale-là, elle est négligée par beaucoup de monde et par moi-même la plupart du temps. Or, si on est attentif déjà à tous les messages de notre corps et à ce qui vient par ailleurs, etc., on a une vie beaucoup plus riche. Oui, mais alors moi je te répondrai, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je te répondrai que là on n'est pas complètement dans l'individuel, parce que l'hiver c'est quelque chose qui existe pour tout le monde. Mais je n'ai jamais prétendu qu'on était complètement dans l'individuel. Non, je veux dire que là en l'occurrence, l'hiver, bon, il existe pour tout le monde, et même il existe en même temps pour tout le monde. Absolument. Maintenant chacun l'utilise, le vit autrement, mais je veux dire que l'hiver, on va pas, il n'est pas... il est là, il n'est pas, même chacun peut l'individualiser, mais il est là. Donc il y a bien quelque chose qui est relativement simple. La notion d'hiver, d'été, c'est un outil qui est très simple. Ouais. Et alors donc c'est bien ça, la question c'est de savoir si on ne peut pas élaborer d'autres outils cycliques aussi simples, sur des périodes de temps plus longues, et alors que l'astrologie, elle est dans une complexité, alors elle qui est, il n'y a plus vraiment, chaque cas est particulier, voilà, en fin de compte c'est l'idée, tu as touché du doigt, l'idée c'est de créer un système de saisons, mais à un niveau, par exemple, au que ce soit des saisons de 3 mois, c'est des saisons de 3 ans, tu vois, par exemple, pour terminer. Donc effectivement, et donc les gens sauraient que l'humanité elle passe par une période hivernale pendant 3 ans, et c'est la clé même de ce cycle à un autre niveau, qui n'est plus celui de la Lune et du Soleil, mais qui est celui par exemple de Saturne, etc. Enfin, c'est le passage, en gardant ce concept que tu viens de développer de saison, mais de le considérer sur un plan avec une durée beaucoup plus grande que celle de 3 mois ou d'une heure. Donc effectivement, il y a une sorte d'empilement de cycles, le cycle du jour, le cycle des saisons, mais après, finalement, il y a un manque. C'est à vous de nous fournir des bons outils. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est notre responsabilité. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien le dire, notre responsabilité, elle est là. Et il faut savoir que quelque part, actuellement, pendant longtemps, les astrologues, quelque part, n'ont pas voulu rentrer dans... Il y a eu un obstacle qui les a empêchés de faire ça. Et au lieu de gérer ce rôle, cette mission de donner des cycles, ils sont partis dans des complexités qui finalement exigent d'abord des connaissances très considérables de celui qui l'utilise, et puis qui sont particulières à chaque personne. Si tu dis par exemple aujourd'hui nous sommes en hiver, et que en hiver voilà comment la meilleure façon de vivre, tout le monde comprend. Si astrologiquement je disais aux gens, actuellement il y a une période hivernale de 3 ans que tout le monde doit vivre, tout le monde comprend. Mais aujourd'hui l'astrologue traditionnel n'est pas capable de dire ça. Parce que la notion de période hivernale qui serait là pour tout le monde, ça n'existe pas dans son langage. Donc il y a quelque chose qui fonctionne. Alors tu m'as apporté des éléments là, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces catalogues, sur comment peut-on, qu'est-ce que ça nous enseigne Alors c'est des outils de développement personnel et puis des méthodes naturelles de santé qui nous facilitent la vie en quelque sorte, en nous apprenant à mieux nous connaître, à mieux connaître nos besoins et comment on peut se développer, comment on peut faire face aux différentes situations de la vie de manière la plus créative possible. C'est par exemple d'avoir une connaissance de nos émotions, d'accepter nos émotions quand elles sont là sans les laisser nous emporter de manière exagérée, mais de leur faire la place qu'il aurait dû, de façon à garder comme ça une vie intérieure riche, de garder un contact avec notre enfant intérieur par exemple, et de moins nous laisser manipuler par la publicité ou les manipulateurs, d'être plus nous-mêmes finalement, peut-être de faire des choix professionnels ou des choix relationnels qui nous sont propres et qui nous permettent d'explorer la vie sous différents angles en faisant des choix les plus conscients possibles. Donc là, tu as fait une sorte d'autobiographie, en quelque sorte. Voilà, là, c'est une autobiographie professionnelle de ma démarche en tant qu'éditeur et les valeurs qui sous-tendent ma ligne éditoriale.
Ça paraît rétrospectivement un ensemble considérable. Il y a combien d'ouvrages ont été publiés depuis 1976? Depuis 28 ans, donc ça fait 28 ans que je suis éditeur. J'ai publié plusieurs centaines de titres, dont j'ai encore 250 titres au catalogue à l'heure actuelle. Il y en a un certain nombre que je n'ai pas conservé parce qu'ils ne se vendaient plus suffisamment ou pour différentes raisons, mais j'ai entre 250 et 300 titres au catalogue aujourd'hui. Alors comment fait-on, parce que moi c'était un sujet qui m'intéresse beaucoup, comment fait-on pour repérer un auteur? Et deuxièmement, est-ce que tu utilises Internet pour savoir quels sont les gens intéressants, par exemple? Parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que moi en tant qu'éditeur, par exemple, je sais pas, j'aurais dit, je repère un truc intéressant, un blog intéressant, un type qui fait des choses intéressantes, je le contacte en disant voilà, j'ai bien aimé vos travaux, je peux vous publier, ou est-ce que vous attendez qu'on vienne vous voir? Il y a les deux. Il y a les deux. Je suis présent sur beaucoup de colloques, de congrès et de salons de manière à découvrir des nouveaux talents, pourquoi pas. Ah oui, oui. Ensuite, bien entendu, je pose la question à l'auteur directement. Est-ce que vous faites beaucoup de conférences? Est-ce que vous êtes très présent sur Internet? Et quand c'est le cas, c'est un atout. Mais ça m'arrive aussi de publier des illustres inconnus qui n'ont pas de blog, même qui n'utilisent presque pas Internet, parce que j'estime que la profondeur de ce qu'ils apportent mérite d'être publié sous forme de livre et à être partagé avec un grand nombre de personnes, quitte à moi ensuite à faire le travail qu'eux ne pourront pas faire, de se faire connaître, d'être davantage médiatique, entre guillemets. Et j'ai donné comme ça la chance à des tas d'auteurs pour leur premier livre, et j'ai fait connaître un grand nombre de méthodes tout à fait originales en France, soit en les traduisant de l'étranger, soit en publiant le premier livre de certains auteurs français. Oui, c'est bien, c'est une façon de défricheur, oui, effectivement, c'est le mot que tu as choisi. Mais donc effectivement, donc tu fais des découvertes, tu découvres des gens. Ah oui, et puis je vais pratiquer avec eux la plupart du temps. Ah oui. Je suis des sessions avec eux, ou des séances. C'est une partie de mon travail que j'aime bien, de me retrouver dans un groupe ou seul avec l'auteur, et puis de pratiquer pour me rendre compte de ce que ça m'apporte à moi d'abord, parce que teste le projet. Je n'ai pas du tout une approche marketing en disant tiens là il y a un créneau, etc. C'est si l'approche de l'auteur me touche, m'apporte quelque chose, je me dis tiens j'ai envie de partager ça avec un grand nombre de personnes, et c'est ce qui m'a conduit à être éditeur. J'avais rencontré à l'époque Phil Dorn, j'avais rencontré des approches de développement personnel, et je me disais c'est trop bête que tout le monde ignore ça, il faut absolument donner une audience à cette approche, et donc c'est comme ça que je suis devenu éditeur. Et comment ça se fait que, enfin, tu n'es quand même pas le seul éditeur au monde, donc finalement tu avais l'impression que les autres ne faisaient pas, que les autres éditeurs ne faisaient pas tout à fait leur travail non plus. Disons que quand même je peux revendiquer un certain nombre de méthodes d'auteurs ou d'approches comme tout à fait originales. C'est moi qui les ai fait connaître au public français, donc effectivement ça n'existait pas à l'heure actuelle. Donc si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer quelque part. Enfin, je veux dire, Non, d'autres le font dans d'autres domaines. On est quand même un certain nombre d'éditeurs à faire un vrai travail de défrichage. Après, on est copié par les grands éditeurs qui reprennent nos thèmes, voire certaines fois nos titres, mot pour mot, et puis qui nous bousculent dans les étagères des libraires. Mais heureusement, il y a encore quelques libraires qui font la différence, et puis le public aussi, qui nous suit depuis 28 ans, qui sait que moi, en tant qu'éditeur, je fais du travail sérieux, je suis très exigeant avec mes auteurs, et donc ils peuvent me faire confiance. D'ailleurs, on s'en rend compte ici sur le salon de Marjolaine, j'ai des tas de témoignages de gens qui me disent vos livres ont changé ma vie, et c'est encourageant, et ça fait du bien, parce que par ailleurs, économiquement, c'est toujours difficile. Donc, mais au niveau, en tout cas, moral, ça fait du bien. C'est gratifiant. On va revenir. Donc finalement, au départ, tu étais plutôt sur la région parisienne, c'est ça? Alors au départ, ça dépend de quel départ tu veux. Oui, enfin je veux dire... Moi, je suis fils de paysan, j'ai grandi en Franche-Comté. Ah oui, c'est ça, voilà, vers Besançon. Voilà, et jusqu'à 20 ans, j'ai été en Franche-Comté. Oui.
Et donc après, mais là, et après, après j'ai fait donc des études scientifiques. Après, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le monde associatif. Et c'est comme ça que j'ai découvert, entre autres, l'astrologie, l'agriculture biologique, la santé par des méthodes naturelles. Et au bout de ces 10 ans dans le monde associatif, j'ai, à la faveur d'un licenciement brutal, j'ai créé les éditions Le Souffle d'Or. Ouais. Et donc je les ai créées au château de Chamarande dans l'Essonne, qui était un lieu très riche, une université éco-artisanale où il y avait énormément de stages. Là, on est dans les années 75 Début 80. Début 80. 83. Ouais. Et puis au bout d'un an, d'une part ce lieu dérapait considérablement, et puis moi j'avais besoin d'un ancrage plus à long terme, donc je suis allé m'installer dans les Hautes-Alpes, à côté d'un petit village où j'habite toujours, qui est un village écologique avec des gens qui étaient en lien avec Findorn et puis qui pratiquaient la démocratie participative directe, qui est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc j'ai transporté mes bureaux là-bas dans les Hautes-Alpes, dans un petit village pendant une vingtaine d'années et depuis 5 ans à Gap. Tu as croisé quelqu'un comme Samuel Jean Gutenberg Oui, bien sûr, il fait partie de mes amis. J'ai édité Mira, sa compagne, dans le coffret Féminitude, qui est un magnifique coffret. Oui. Je l'ai vu il y a quelques jours au Salon du Bien-être. Il n'y avait pas de stand, mais on s'est rencontrés. On connaît à peu près la même époque d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a une belle approche et en plus, il a fait Sciences Po. Oui. Et donc, c'est un beau métissage là encore d'une approche pluridisciplinaire et oui, c'est quelqu'un qui a une grande profondeur. Oui, effectivement, je vois. Bon, alors donc finalement il y a aussi toute cette partie, on va revenir un peu peut-être, les jeux, c'est ça? Ouais. Les jeux, alors finalement j'en ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes de ton équipe sur les jeux, Mme Mullier, Mme Lopez, Mme Gatineau, on en a parlé, mais enfin on n'a pas fait de film, enfin on en a parlé. Et alors effectivement c'est une nouvelle idée, ça boucle un peu la discussion par rapport à la notion d'outil. C'est-à-dire que souvent ces jeux autrefois étaient considérés comme des jeux divinatoires. J'ai aussi beaucoup parlé avec M. Kuchartz, qui était au Salon Zen, qui invente beaucoup de jeux. Ouais. Alors c'est une révolution, enfin, c'est une autre façon de positionner des jeux qui autrefois auraient été complètement assimilés à de la voyance, etc. Oui, il y a beaucoup de clichés sur les jeux. Il y a d'abord le cliché que les jeux c'est réservé aux enfants et donc voilà, ça fait un premier ghetto. Il y a ensuite ceux qui croient que c'est de la cartomancie, de la divination, etc. Il ne s'agit pas de ça du tout. Moi, les jeux que je publie, c'est des jeux, des outils ludiques de développement personnel qui permettent d'approfondir la connaissance de soi, qui sont des invitations à explorer tel ou tel aspect de nous-mêmes pendant tel ou tel temps. Ça peut être une journée, ça peut être une année, et en plus c'est convivial, c'est-à-dire que souvent c'est des jeux à partager avec d'autres et qui permettent de, par exemple, se dire des choses qu'on ne se dirait pas dans la vie quotidienne parce qu'on se tient souvent à des routines et qui permettent de découvrir et d'essayer des stratégies dans la vie qu'on n'ose pas parcourir dans les choses très sérieuses avec des gros enjeux. Donc le jeu a de multiples atouts pour nous permettre de mieux nous connaître. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est parfois piégé par les jeux. Effectivement, quand on a sorti une carte, c'est comme si on avait commencé à reconnaître quelque chose et après on est un petit peu entraîné à se dévoiler. C'est une invitation, mais on est toujours libre de la suivre ou pas. Notre liberté est toujours là et notre discernement aussi. On peut toujours dire non, ça ne me parle pas, je ne rentre pas là-dedans. Mais il se trouve que la vie est facétieuse et la vie aime bien nous faire des clins d'œil. Et un clin d'œil, c'est
de tomber pile avec une carte sur une préoccupation qu'on a un jour donné, et ça c'est assez sympathique, et puis ça peut nous entraîner comme dans certains bons films dans toute une aventure, hein. Et puis il y a un dicton chinois qui dit pour faire tout un chemin il faut commencer par le premier pas, et ben ça peut être le premier pas qui nous emmène finalement très très loin, et c'est ça qui est fascinant, c'est le côté aventurier de la vie. Mais enfin, ce qui est un petit peu problématique, j'en parlais tout à l'heure avec Madame Lopez, c'est comment on tire, comment on fait. Ce jeu, c'est le mode de tirage qui nous ouvre quand même vers des... On se demande mais d'où ça sort, qu'est-ce qui fait qu'on va tirer cette carte-là et pas une autre, etc. Alors que, bon, je ne sais pas s'il y a des auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Ah oui, bien sûr, Jung en premier. Hein. Oui, Jung a développé la synchronicité qui est la compréhension que tout est interrelié dans le monde dans lequel on vit. Donc les gens qu'on rencontre une journée, les situations, les événements, et donc le micro-événement qui est de tirer une carte, tout ça est relié au grand inconscient collectif, et là comme une invitation à nous dire, alors tu rêves ou tu dors ou tu es éveillé, hein, et donc c'est comment on va nous ensuite répondre à cette invitation-là qui va être le déploiement et tout le chemin. Mais ça commence toujours par une petite question, et est-ce que tu dors? Oui, effectivement, mais quand même... c'est vrai que ces jeux, comme on le disait tout à l'heure, ces jeux finalement, ça va interpeller la personne. Hein. Au fond, le praticien lui-même, il n'a pas tellement, c'est même pas à lui d'interpréter le tirage. Ah bah non. Et encore, on met un peu, on décentre un peu le praticien qui était au centre du système. Maintenant, oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est pas tellement le praticien, c'est celui qui conçoit le jeu, en fait. Tous nos jeux sont faits pour être utilisés par les gens eux-mêmes, en totale autonomie, bien entendu. Après, certains praticiens, certains thérapeutes peuvent s'en servir en plus de leur technique propre, bien entendu. Mais basiquement, tous nos jeux peuvent être utilisés par chaque personne. Alors justement, toi qui suis un peu ce milieu de... cette évolution, elle date de quand, cette évolution? Depuis quand ça émerge, cette idée du jeu, comme ça, qui se situe dans le domaine de la thérapie Parce que toi, tu as dû voir vraiment, en 35 ans, tu as dû voir beaucoup des choses qui ont bu... Il y a 35 ans, on ne parlait pas comme ça de ces jeux. C'était effectivement plus réduit. Moi, je dois au jeu de la transformation, par exemple, mon orientation pour le souffle d'or. J'ai vécu ce jeu-là au départ, qui m'a grandement recalé, parce que j'étais un peu décentré à l'époque, et ça m'a beaucoup remis les pieds sur terre. Donc j'ai vous une grande gratitude et un grand plaisir à jouer de toute façon. Non, parce que ce que tu appelles, c'est pas le Iki dont tu veux parler. Non, le jeu de la transformation, c'est un jeu qui a été élaboré à Findorn et que j'ai pu jouer à Findorn tout au début du souffle d'or. Et donc je l'ai d'abord vendu en anglais, puis ensuite sous forme de version anglaise avec des autocollants à coller sur les cartes en français, puis j'ai pu l'éditer en français, et ça fait une bonne quinzaine d'années que je l'édite en français, et puis que j'ai ajouté petit à petit d'autres coffrets, donc de cartes avec un livre, donc un peu plus simple que le jeu de la transformation, et je dirais que c'est une tendance croissante depuis 15 ans d'utiliser ces jeux, parce que c'est vrai que le livre seul ou la conférence seule sont des modes quand même un peu purement intellectuels, et c'est dommage de garder des choses uniquement à ce niveau-là. C'est bien si ça passe dans le cœur, dans les émotions, dans tout le reste du corps. Et donc le jeu a cet atout de nous amener dans l'émotionnel, nous ouvrir à des horizons imprévus et d'être facétieux comme ça, presque taquin des fois. Alors qu'une lecture d'un essai, finalement il n'y a pas tellement de surprise. C'est un truc qui se développe comme ça, et puis en effet c'est pas interactif. Enfin, ça l'est aussi, mais oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'on en revient à cette idée en effet d'un jeu qui pourrait convenir à tout le monde en fait compte. C'est un jeu qui est fait pour tout le monde pourrait s'en servir. Bien sûr. Il est le même en fin de compte, mais malgré tout il peut se diversifier
s'individualiser parce que c'est pas telle carte qui va sortir, parce que la personne ne va pas projeter la même chose. Oui, et puis dans chaque carte, comme c'est des symboles, chacun peut les vivre au niveau où il veut. Ça peut être à un niveau très matérialiste, ça peut être à un niveau émotionnel, relationnel, spirituel, n'importe. Donc c'est immense. La même carte, chaque matin, peut nous dire quelque chose de spécifique chaque matin. Oui, notre conversation est assez paradoxale parce qu'effectivement, dès qu'on ne parle pas d'astrologie, on est d'accord. Et dès qu'on parle d'astrologie, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on parle d'astrologie, on voit bien qu'il y a des outils, des systèmes qui sont là, qu'on propose. Même quand on parle des saisons, on est d'accord, parce que l'hiver c'est l'hiver, etc. Et puis dès qu'on parle d'astrologie, on a l'impression que c'est autre chose pour toi dans ta tête, c'est autre chose, c'est quelque chose. L'astrologie, c'est un peu à part, le thème astral, c'est quelque chose qui est individuel, qui est personnel. Et c'est un peu en porte-à-faux par rapport à des outils qui, justement, au contraire, ne prétendent pas en eux-mêmes être votre jeu. C'est pas votre jeu, c'est vous qui allez... Vous allez en faire votre jeu à vous, mais le jeu lui-même... Alors qu'en astrologie, on vous donne déjà quelque chose qui est déjà presque personnalisé. C'est-à-dire que le travail de personnalisation est déjà effectué par l'astrologie. Alors justement, notre discussion... Excuse-moi de revenir là-dessus parce que c'est un point qui m'attire. Notre discussion, c'est justement de savoir si l'astrologie ne pourrait pas rentrer dans cette même démarche, à savoir, voilà, quelque chose qui est relativement simple à présenter, à apprendre, et puis bon, après, chacun, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ça le... Peut-être, je te dis, je n'ai aucune prétention pour parler d'astrologie, puisque j'ai un peu pris mes distances avec ce monde-là depuis 20-25 ans, donc je ne sais pas où vous en êtes. C'est pour ça que c'est intéressant de voir un éditeur comme toi qui... c'est un peu notre rôle aussi, tu veux, de t'indiquer que l'astrologie, sous certaines formes, pourrait éventuellement correspondre davantage à cette philosophie comme ça de quelque chose qu'on donne aux gens et qu'ils utilisent. Ouais. Après, l'astrologie, comme certaines disciplines dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le New Age, sont marquées par les clichés collectifs et médiatiques de notre société, et c'est une sorte de poussière qui colle beaucoup et qui, hélas, limite beaucoup l'accès à certaines approches telles que l'astrologie. Oui. Et ça explique peut-être pourquoi justement l'astrologie est un petit peu hors du jeu. Hors jeu. Elle est hors jeu justement parce qu'elle n'a pas fait sa mutation. Elle n'a pas fait sa mutation. On a vu d'autres jeux qui ont su justement, qui se sont débarrassés du praticien, qui ont remis la charge au client, celui qui utilise. Et l'astrologie apparaît un peu comme archaïque par rapport à cette évolution. C'est-à-dire qu'elle n'a pas suivi le cours des choses, qui aurait réellement, à mon avis, d'ailleurs, qui l'aurait ramené probablement à son origine. C'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est vraiment une évolution vers la modernité ou est-ce qu'au contraire, c'est pas un ressourcement? On peut se poser la question, en effet. Parce que, comme disait une de tes collègues, je crois que c'était Madame Lopez, elle dit, au fond, quelque part, on n'est pas vraiment en train d'inventer du nouveau. On est peut-être en train de rendre à ces domaines leur vocation initiale. Qui a peut-être été dévoyée entre-temps. De toute façon, la vocation, encore, c'est un bien grand mot, quoi. C'est-à-dire que c'est à chacun à se dire, de cet outil, je vais faire ceci ou cela. Je me l'approprie, j'ai envie... voilà, ça peut être purement... Puisque même le tarot est devenu un jeu de divertissement, de distraction. Et pourquoi pas? Moi, j'adore passer une soirée tarot avec mes amis dans mon village. Et en même temps, ça peut être un outil vraiment très très profond, très puissant de connaissance de soi aussi. Pourquoi pas? Donc, c'est notre choix. C'est nous qui... Je suis assez prudent par rapport aux notions de vocation, de prédestination et encore plus de prédiction. Pour moi, tout ça existe
à nous de nous en servir comme bon nous semble. Et de ce point de vue-là, je crois que Jodorowsky a été un bon maître, parce qu'il a montré que on pouvait utiliser ces outils-là avec humour, par exemple, hein, en faisant des actes psychomagiques, enfin des tas de choses que les gens n'osaient pas faire, qui étaient auparavant, beaucoup de gens étaient dans une espèce de prudence, de crainte un peu révérencieuse, etc. Alors que non, c'est notre choix. Oui, effectivement. Mais il y a le problème il y a le problème de la vocation des gens, et aussi la vocation des savoirs. Effectivement. Oui, mais là, on parlait de la vocation des savoirs. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, l'astrologie, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. L'astrologie qui a vocation à dire aux gens quelle est leur vocation, elle n'a peut-être pas trouvé ça, elle est peut-être éloignée de sa propre vocation à elle. C'est un paradoxe, effectivement, mais on a un peu cette impression. Peut-être le problème réside pour son intégration dans la société sur son origine, c'est-à-dire que la légitimation de l'astrologie est un peu problématique à notre cerveau laïque, voire laïcard, français en tout cas. C'est-à-dire que comment les astrologues peuvent-ils justifier que si quand quelqu'un est né avec le soleil dans le bélier, ça va donner tel type de tempérament, etc. C'est un peu là-dessus que ça bute. C'est la pierre de fondement de l'astrologie qui a été difficilement acceptée, je dirais, par les oui, mais alors justement, c'est paradoxalement, ce que tu dis, c'est que, en fin de compte, peut-être qu'il est plus facile de... Ça va peut-être prendre un peu le contre-pied. Il est peut-être plus facile de prouver la valeur de l'astrologie en tant qu'outil prévisionnel qui détermine des phases, que d'essayer de...